Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire du projet REV. REV, projet de recherche-action, qui porte sur la dynamique des écosystèmes territoriaux d'innovation relatifs aux usages des techniques numériques dans l'éducation et pour l'éducation. Notre projet REV traite en fait des collaborations nécessaires à la prise en compte efficace à l'école des techniques numériques et du fait culturel qu'est le numérique. Alors, c'est un peu compliqué parfois à expliquer en quelques mots notre projet, mais ce que je peux en dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de démontrer l'utilité du numérique dans l'éducation. Ça, c'est une question évidemment très importante, mais c'est une toute autre question. Il ne s'agit pas non plus de démontrer l'utilité des partenariats, parce que l'intérêt de ces collaborations n'est plus à démontrer. En fait, notre intention est ailleurs. Elle est de contribuer par la recherche à la dynamique de ces écosystèmes d'innovation et notre recherche, pour ce faire, comporte plusieurs volets. Je les affiche. Un volet conceptuel, un travail théorique qui va nous permettre de mieux appréhender et de modéliser ce que sont ces écosystèmes, parce que évoquer écosystème ne dit pas grand-chose ou pas suffisamment, hein. Il y a bien sûr une assise théorique à ces questions et à ces notions et de modéliser aussi, ce qui est très important pour nous, c'est la dynamique de ces écosystèmes. Comment est-ce qu'ils émergent, comment est-ce qu'ils se créent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils peuvent perdurer, durer dans le temps. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet du projet est un travail empirique, donc un travail de terrain avec des études de cas et des enquêtes qui sont en cours actuellement dans trois régions françaises. Et puis, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, un troisième volet qui nous semble particulièrement important et intéressant, c'est un volet échange entre différents acteurs de ces écosystèmes, que ces acteurs soient français et en France ou des collègues internationaux. Et donc, ce webinaire, pour ce volet échange, le webinaire d'aujourd'hui, est le premier d'une série, dans une petite série, mais le premier d'une série. Rêve, je le disais, traite de partenariat, donc il est cohérent. Je pense que ce projet se réalise au sein d'un réseau de partenaires. Et vous avez déjà vu, je pense, leur logo et leur identité dans les documents de communication qui ont été diffusés préalablement à ce webinaire aujourd'hui. Je les affiche de nouveau à l'écran et je vais prendre quelques instants, c'est important, pour les lister en les remerciant tous pour leur participation à un projet dont vous comprenez tout de suite qu'il est peut-être assez simple à énoncer, mais sans doute pas très simple et pas si simple que ça à réaliser. Donc ce projet REV est coordonné par l'unité de recherche techné de l'Université de Poitiers, là d'où je vous parle. Mais le travail scientifique du projet REV est également porté par deux autres laboratoires, le CREAD, le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique des universités Rennes 2 et Bretagne occidentale, et un deuxième laboratoire, le CREN, le Centre de recherche en éducation de Nantes, avec son équipe qui est à l'Université du Mans. Et un quatrième partenaire, l'Université de Poitiers, CREAD, CREN, et aussi un quatrième partenaire au cœur du pilotage scientifique de ce projet, eh bien, ce sont nos collègues de la direction de la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif de Réseau Canopé. L'étude est territorialisée, hein. Le thème porte bien sûr sur les écosystèmes territoriaux, donc l'étude elle-même porte sur des territoires, trois territoires régionaux, des nouvelles grandes régions françaises, la région Nouvelle-Aquitaine, où se trouve l'Université de Poitiers et le laboratoire Techné, la région Bretagne, où se trouve le CREAD, et la région Pays de la Loire, où se trouve le CREN. Et il y a de nombreux autres acteurs de ces territoires-là, ces trois territoires régionaux-là, qui participent pleinement au projet. Les trois régions académiques, avec les académies, quand il y en a plusieurs dans ces régions académiques, les directions territoriales de Réseau Canopé, des collectivités comme la région Nouvelle-Aquitaine et l'agglomération Grand Poitiers. Un autre acteur territorial très important pour nous, c'est le SPN, c'est le cluster d'entreprises EdTech de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous avons avec nous, et c'est très important aussi, des acteurs nationaux, parce que l'articulation nationale, territoriale est importante évidemment dans notre problématique. Donc nous avons des acteurs nationaux comme la FINEF, qui est l'Association française des entreprises du numérique pour l'éducation et la formation, l'ANAE, qui est l'Association nationale des acteurs de l'éducation, et puis
les Saventuriers, l'école de recherche du Centre de recherche interdisciplinaire. REV est un projet qui est réalisé dans le cadre des GTNUM, les GTNUM pour groupes thématiques numériques, qui sont des groupes de travail mis en place et soutenus par la Direction du numérique pour l'éducation de notre ministère français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et je remercie, même s'ils ne pourront pas prendre la parole, parce que le public ne pourra pas prendre la parole autrement que par chat, je remercie Elie Alouche, Alain Tillet, qui n'est plus dans cette équipe, qui l'a dirigée, et Axel Jean, qui vient de lui succéder, et tous leurs collègues, bien sûr, de nous accompagner, de nous permettre ce travail-là. Et enfin, pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, mais il y aura d'autres occasions de le dire, je pense, à l'avenir pour nous, ce webinaire est aussi réalisé dans le cadre de la toute nouvelle chaire Sangor de l'Université de Poitiers, dont l'un des axes de travail sera, parce qu'il se met en place, l'analyse comparée des politiques publiques du numérique pour l'éducation, et en particulier dans ce contexte Québec-France, qui est le contexte euh, général, je dirais, de travail de cette chaire Sangor-Poitevine. Donc là, merci Ariane Lemoin, de l'accueil de nos problématiques de recherche dans cette chaire, dont tu es la titulaire. Aujourd'hui, notre intention est justement, ça fait écho à la chaire Sangor, bien sûr, de questionner cette problématique des écosystèmes d'innovation territoriaux du numérique pour l'éducation avec une perspective internationale. Bon, je pense que pour le public, c'est évident compte tenu de l'identité et de la fonction, de la profession, de la localisation de nos invités. Donc, il s'agira de mettre en perspective des situations où l'objectif est le même dans nos différents contextes nationaux, c'est-à-dire susciter, peut-être structurer des partenariats, mais pour le numérique dans l'éducation, mais avec des contextes qui sont très différents et en termes bon, de différentes façons, enfin, différents pour différentes raisons, en termes d'organisation politique et administrative, hein, nos systèmes éducatifs sont différents, nos systèmes politiques le sont également. En termes d'histoire des usages du numérique dans l'éducation, nous n'avons pas la même expérience, elle ne s'est pas construite de la même façon, nous n'avons pas toujours choisi les mêmes options, conduit les mêmes projets. Évidemment que ça pèse sur la situation d'aujourd'hui. Et puis plus généralement, nos différences sont tout simplement des différences de culture et leur traduction en termes de culture éducative. Donc dans ces échanges, il va s'agir aujourd'hui de comprendre bien sûr quels sont les partenariats mobilisés dans nos contextes respectifs, quels sont les apports de ces partenariats, quels sont les apports des partenaires, quelles sont les attentes des différents partenaires les uns à l'égard des autres, quelles sont les modalités de collaboration, quelles sont aussi, ce qui est très important, les modalités de pilotage, s'il y en a, de gouvernance en tout cas, de ces écosystèmes. Et notre intention est de profiter au mieux et au plus de la diversité et de la richesse de ces expériences internationales pour en tirer des enseignements pour chacun d'entre nous et en particulier pour nous dans le cadre du projet REV pour non seulement produire de nouvelles connaissances sur ces écosystèmes, sur leur dynamique, mais aussi pour en tirer des enseignements pour pouvoir les mettre en œuvre localement. Il s'agit, pour le dire d'un mot, de tirer parti de l'altérité, et je propose d'opter pour euh, cette citation contestée par ailleurs de Lévinas, en tout cas d'opter pour Lévinas le temps du webinaire, Lévinas qui affichait, qui affirmait seule l'altérité enseigne. Donc pour ce faire, eh bien, nous avons quelques invités. J'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Je les remercie, je dirais, comment dire, scientifiquement, mais je les remercie aussi, peut-être surtout, chaleureusement et amicalement, à nos 4 intervenants internationaux. Je vais les présenter rapidement à partir des éléments qu'ils m'ont fournis. Et puis, quand ils vont avoir la parole, juste après, ils pourront, s'ils le souhaitent, compléter autant que nécessaire. Dans un ordre qui n'est pas vraiment un ordre, il aurait pu y en avoir un autre, mais c'est celui-là que que j'ai choisi. Vous pourrez peut-être comprendre pourquoi. Je vous présente tout d'abord Isabelle du Québec, on sait pas, qui n'est pas son nom bien sûr, Isabelle Savard.
Donc Isabelle est professeure et directrice des programmes en technologie éducative et en formation à distance de l'Université TELUC au Québec. Elle possède 25 années d'expérience en design pédagogique. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique cognitive et d'un post-doctorat en technologie éducative de la Japan Advanced Institute of Science and Technology. Ses travaux portent notamment sur le design pédagogique, la considération des variables culturelles et contextuelles, on est dans le sujet, l'innovation technopédagogique, on est aussi en plein dans le sujet bien évidemment, la pédagogie des sciences de la santé, le développement des compétences et de la formation à distance. Bonjour Isabelle. Notre deuxième invité, Gilberto du Brésil, Gilberto Lacerda, qui lève la main, est professeur titulaire en technologie éducative au département des méthodes et techniques de la faculté d'éducation de l'Université de Brasilia. Gilberto est docteur en sociologie de la science et de la technologie, doctorat 2001 de l'Université de Brasilia, mais avant, il était docteur en éducation de l'Université Laval au Canada. Ça a fait une proximité peut-être avec Isabelle. Et il avait également obtenu auparavant une maîtrise en technologie éducative dans la même université Laval au Canada, qui a joué évidemment un rôle considérable scientifiquement sur ces questions de technologie éducative. Actuellement, Gilberto dirige le laboratoire ABACO de recherche interdisciplinaire en technologie et éducation, lequel laboratoire accueille plusieurs chercheurs, professeurs et chercheurs étudiants brésiliens et étrangers. Bonjour Gilberto. Si je continue ce petit tour du monde, là, vous voyez, on fait une sorte de tour du monde. Je vais maintenant présenter Moulay, du Maroc. Moulay Ahmed Drissi est professeur d'enseignement supérieur habilité, formateur en technologie de l'information et de la communication pour l'éducation au Centre de formation des inspecteurs d'enseignement au ministère de l'Éducation nationale du Maroc, un peu l'équivalent de l'IH2EF en France. Il est membre de l'équipe de recherche technologie éducative et innovation pédagogique au Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement. Et il est président de l'Observatoire marocain, dont il nous parlera peut-être un peu, de l'Observatoire marocain de la formation et de la recherche en technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Bonjour, bonjour Moulay. Et le quatrième de la bande, donc vous l'avez forcément visuellement repéré, parce que c'est le quatrième et le dernier pour ce premier tour-là, qui lève la main, Lionel. Lionel Kaufmann est formateur d'enseignants depuis 1995, donc il a un peu d'expérience, hein, lui aussi. Il est professeur formateur en didactique de l'histoire à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Alors, je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais si je transpose en français de France, c'est un INSPE. Oui, c'est ça donc. Où Lionel s'occupe également de questions d'intégration de nouvelles technologies de l'information dans l'enseignement. La Haute École pédagogique du canton de Vaud est un institut tertiaire donc, de formation des enseignants. Bonjour Lionel. Alors, avant de leur laisser la parole selon un schéma que je vais vous présenter, je vous donne quelques informations très simples, pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Il dure 90 minutes, vous le savez, il est enregistré, donc il pourra être consulté en différé. Pendant le webinaire, vous pourrez poser vos questions et formuler vos remarques autant que vous le souhaiterez via le chat de la diffusion YouTube si vous y avez accès, si vous avez un compte, ou par tweet avec les hashtags suivants. Euh, Hashtag GTNUM, qui est le hashtag générique des groupes thématiques numériques que j'évoquais tout à l'heure, portés par la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, à l'intérieur de ces groupes de travail, il y a le nôtre, Rêve, et donc avec le hashtag GTNUM Rêve. Et j'ai sous les yeux les deux fils Twitter, le chat de YouTube, donc j'essaierai de transmettre à nos intervenants qui ne les voient pas forcément, pas nécessairement, eh bien, les questions et observations, remarques, commentaires que vous pourrez formuler. Alors, entrons maintenant dans le sujet. Après cette présentation, j'avais dit 15 minutes, ça fait juste 15, c'est pas mal, avec une première partie qui sera la plus longue et au cours de laquelle je vais donner la parole à nos invités et chacun à son tour va nous présenter à partir d'un projet qu'il a choisi dans son contexte. Et vous verrez, les 4 projets sont très différents. Donc un projet auquel il collabore, dont il est l'un des acteurs ou l'une des actrices, eh bien chacun va réaliser une sorte, en 5 à 10 minutes, d'étude de cas
qui va nous permettre de comprendre d'abord ce dont il s'agit et ensuite d'appréhender la dimension partenariale de ces projets et donc la dynamique des écosystèmes au sein desquels ces projets se réalisent. Et pour ne surprendre personne et surtout pas nos intervenants et surtout pas l'ordre dans lequel les diapositives sont organisées dans le PowerPoint, eh bien, nous allons faire le même tour du monde et commencer par le Québec. Et donc, Isabelle, tu as la parole. Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous ai placé ici derrière le lieu où l'ensemble de ces projets-là qui ont toute une connexion se sont déroulés. Je dis le lieu, c'est nos bureaux de l'Université TÉLUQ que vous voyez derrière. L'Université TÉLUQ qui est l'université à distance du réseau des universités du Québec. Donc, on enseigne toujours à distance. Nos cours sont complètement à distance. Mais pendant la pandémie, on a quand même été un peu déstabilisés aussi, puisqu'on a l'habitude de travailler dans nos bureaux. Mais depuis le 16 mars 2020, on est tous dans nos maisons à travailler à distance, comme vous probablement l'avez fait dans chacun de vos pays. Donc, le projet, c'est un ensemble de projets dont je vais parler aujourd'hui, mais ils sont tous liés par les partenariats qu'on a établis. Donc, le premier dont je vais vous parler, je commence par la gauche, J'enseigne à distance, qui est un projet qui nous a été commandé dans l'urgence de la pandémie par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le défi était de développer en quelques semaines une formation pour aider les enseignants du préscolaire primaire, secondaire, collégial, universitaire, à se former en faisant, en fait, de l'apprentissage, de l'enseignement à distance. Donc, on a développé des modules pour chacun des ordres d'enseignement, 4 micro-programmes. Le premier, accompagner, qui visait à aider les enseignants qui étaient déjà en train d'accompagner par la force des choses des étudiants ou des élèves à distance. Le deuxième, diffuser, pour les aider à aller chercher les stratégies pour diffuser de la formation à distance. Le troisième micro-programme, adapter, pour les aider à adapter des contenus qu'ils avaient l'habitude d'offrir en présence, mais les adapter pour le contexte de la distance. Le quatrième micro-programme, évaluer, pour aider l'ensemble de ces enseignants-là à planifier l'évaluation des apprentissages à distance. On a développé ça avec un ensemble de partenaires. Là, vous voyez, le gouvernement du Québec qui est le premier, c'est lui qui a fait la commande. Mais on s'est serré les coudes avec des collègues de différentes universités qui ont participé à ce projet-là. Différents cégeps aussi, collèges, et différents organismes des services scolaires qui sont dans les écoles. Donc, on est vraiment parti avec des collaborateurs du milieu. On a collaboré aussi avec des étudiants, des élèves qui nous ont parlé de leur expérience d'apprentissage à distance pour aider à orienter les contenus de ces formations-là. Donc, les partenariats, on a pu les établir parce qu'on était déjà en train, en partie, de développer un cours sur exploiter le numérique à des fins pédagogiques, un cours de deuxième cycle qui a aussi son jumeau de premier cycle, qui vise, lui, à former les enseignants à développer des nouvelles façons de faire pour l'exploitation du numérique. Donc, on a, dans le cadre de ce programme-là, développé d'autres partenariats aussi, notamment avec Hydro-Québec, qui est une entreprise d'hydroélectricité qui fait beaucoup de formations pour ses employés. Donc, on est allé s'inspirer des pratiques dans l'entreprise pour essayer de transférer ça dans nos cours. Donc, les partenariats ici encore avec des enseignants qui sont sur le terrain, des apprenants aussi, et les différents organismes dont j'ai parlé plus tôt. Bon, parallèlement ou en lien avec ça, on développe aussi un programme court de troisième cycle sur les usages pédagogiques du numérique en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal. C'est un programme court de troisième cycle qui adopte, lui, une approche SOTL, Scholarship of Teaching and Learning,
Donc, c'est une approche qui nous permet de valoriser les innovations sur le terrain, mais de le faire dans une approche de recherche. Donc, dans le but de pouvoir diffuser, réfléchir aux expériences qui sont effectuées sur le terrain dans un esprit de recherche, de diffusion, de partage. Donc, ça nous amène aussi à avoir des étudiants dans ce programme-là qui sont directement impliqués dans les milieux, puis à faire un partage d'informations, un retour pour un partage d'expériences qui peut permettre d'améliorer les pratiques au niveau de l'intégration du numérique. On est en train de mettre sur pied un observatoire du numérique en éducation, qui est un observatoire qui regroupe différentes catégories de chercheurs, mais on a même des gens qui s'intéressent moins à la recherche, qui sont beaucoup plus dans la pratique. Cet observatoire-là s'orchestre autour de 10 axes de recherche que vous avez listés ici, là, dont je ne ferai pas l'énumération complète. Mais dans le cadre de cet observatoire-là aussi, on essaie de rassembler un ensemble d'acteurs autour des réflexions sur comment on peut orienter ou mieux exploiter le numérique à des fins pédagogiques. Tout ça, bien entendu, est fait en cohérence avec le plan d'action du numérique en éducation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, qui est orchestré autour, lui, de trois grandes orientations. La première, soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. La deuxième, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et le troisième, créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Donc, vous voyez que les projets dont je viens de vous parler s'inscrivent dans cette espèce d'élan-là qui a lieu dans la province. En terminant, je vais vous souligner qu'on a aussi récemment eu la révision du référentiel de compétences des enseignants. Euh, donc, ils ont placé une compétence transversale qui est de mobiliser le numérique. Cette compétence-là, bien entendu, est travaillée dans l'ensemble des démarches, est au centre de l'ensemble de nos actions. Donc, voilà. Merci Isabelle. Alors, je vais relayer des questions, s'il y en a, celles des intervenants, hein, bien sûr. Gilberto, Lionel, Moulay, vous avez la parole, et puis celles qui seraient diffusées, disponibles au travers de Twitter ou du chat de YouTube. Alors, s'il n'y a pas de questions, ou en attendant les questions et les remarques, les commentaires, il faut un peu amorcer le débat parce que c'est ce qui est intéressant. Moi, je vais faire mes propres commentaires à ta présentation, hein. Je précise que pour ne pas nuire à la spontanéité de nos échanges, nous n'avons pas connaissance les uns les autres des présentations des uns et des autres, hein. Ce qui me semble important dans la méthode. Moi, ce qui me frappe, Isabelle, dans ta présentation, c'est la dimension systémique de ce que tu présentes, hein. Il y a des éléments qui sont à peu près à toutes les échelles du système dans lequel ce projet, ou plutôt ces projets, qui sont très liés les uns aux autres, en tout cas qui se répondent les uns et les autres, sont organisés. Et dans cette approche systémique, moi, j'ai relevé des éléments qui me semblent très importants et qui sont aussi des questions que j'aimerais te soumettre et qui seront sans doute posées aussi aux autres collègues. Je note ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire à l'échelle macro, c'est tout de même la cohérence avec la politique générale, alors celle de la province, je suppose, et la façon. Et donc ma question, c'est comment est-ce que on s'inscrit, on inscrit tous ces projets en respectant à la fois les attentes d'une politique, disons, d'ensemble et les initiatives que l'on souhaite prendre au niveau local. C'est bien sûr une question assez classique, assez qu'on se pose souvent. Et donc voilà, je te la pose et je t'en pose une deuxième et qui a trait au retour d'expérience, hein. Tu as évoqué le retour d'expérience. J'aimerais que tu en dises un peu plus sur la façon dont
vous organisez l'évaluation de vos dispositifs et pour savoir comment est-ce que ça peut rejaillir sur les différents partenaires de vos projets, ce retour d'expérience? Est-ce que vous l'organisez ensemble? Est-ce que vous l'exploitez ensemble? Enfin, comment est-il mis en place et utilisé? Donc, deux questions, hein, c'est politique euh, générale, provinciale, elle serait nationale en France et territoire, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est retour d'expérience. Ben, à la première question, je vous dirais que, il y a parfois des développements qui se font en parallèle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adopter une attitude d'ouverture parce que le plan numérique n'était pas complètement complété au moment où nous, on a commencé à développer nos cours. Donc, l'idée, c'est de les développer en pensant à ce qui s'en vient, ce qu'on pense qui s'en vient. Puis, on a été différents acteurs à être impliqués aussi dans ce qui était en préparation au ministère de l'Éducation. Donc, ça nous permet vraiment d'en tenir compte dans nos développements, dans nos différents projets. Mais une fois que les politiques ou comme les compétences, la révision du référentiel vient tout juste de sortir, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on révise notre propre référentiel à nous pour s'assurer que on est en cohérence avec la nouvelle vision qui vient d'être publiée par le ministère de l'Éducation, puis on s'ajuste comme ça en faisant. On adopte vraiment une approche, puis là, ça va me permettre d'enchaîner avec votre deuxième question. On adopte une approche de design itératif, mais aussi participatif. Donc, on implique différents acteurs dans nos démarches de design pédagogique, ce qui nous permet et qui nous aide à tenir compte des besoins, toujours de revoir les besoins en continu, puis de revoir les attentes aussi, mais ça nous aide également à évaluer les projets puisqu'on a des acteurs du terrain qui sont impliqués dans les équipes. Ça facilite l'évaluation et les retours du terrain, de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est un peu comme ça qu'on orchestre nos travaux. Euh, Au niveau des retours d'expérience, bien entendu, on a de l'évaluation plus classique de nos cours, de nos programmes, où on demande aux différents acteurs d'évaluer, de revoir, de se prononcer. Mais dans la façon de développer des partenariats, c'est beaucoup plus en adoptant une approche de design participatif où on implique directement, dès le départ des projets, des acteurs du terrain. Comme par exemple dans le programme J'enseigne à distance, on est allé chercher des apprenants, des élèves, des étudiants qui nous ont parlé de leurs expériences d'enseignement à distance qui était un peu improvisé au début. Donc, chacun a bien fait, s'est accommodé de ce qu'il pouvait faire en temps de pandémie. Mais les retours directs des étudiants nous ont vraiment aidés à orienter nos enseignements puis à redonner aux professeurs une image, aux enseignants, une image de ce qui était vécu chez les usagers finalement. On s'est dit la plus grande motivation d'un enseignant, c'est les apprenants. Lionel a une question pour toi. Oui, bonjour, bonjour Isabelle, enfin rebonjour. Bon. Tu as parlé qu'il y avait une nouvelle compétence qui avait été introduite dans le référentiel, si j'ai bien compris, on m'excusera si je sais pas. C'était la compétence de mobiliser le numérique. Et j'aurais voulu avoir, dans le fond, une exemplification de qu'est-ce qu'on entendait dans ce cadre-là, et puis aussi quelle, quelle était la raison à l'origine, tout d'un coup, d'introduire cette nouvelle compétence que je trouve très bien, en parenthèse, mais ça part de constats particuliers, du déploiement avant, enfin voilà, un petit peu le contexte, pourquoi maintenant. Oui, bien en fait, on avait dans l'ancien référentiel qui avait été publié en 2001, il y avait une compétence qui était intégrer l'éthique dans les situations éducatives. Donc, c'est un peu cette compétence-là qui a évolué vers mobiliser le numérique. Puis l'idée de la mettre en transversale, c'est de pouvoir
amener tant les apprenants à mobiliser dans différentes situations, donc à pouvoir exploiter le numérique pour préparer, pour apprendre, pour se préparer à faire des exposés dans différentes situations, pour gérer ces apprentissages. Pour l'enseignant, c'est de le mobiliser à différentes fins, donc à des fins d'administration, de gestion, à des fins d'enseignement ou à des fins de gestion de classe. Donc, cette compétence-là se voit, peut-être qu'on ne voit pas bien, mais va aller, on va aller avec cette. L'idée, c'est vraiment de dépasser le remplacement de la présence par le numérique, disons, mais de vraiment aller chercher des transformations pratiques qui vont permettre de faire autrement. Je peux vous donner un exemple que j'ai eu d'un enseignant pendant la pandémie qui était un professeur de violon. Lui avait l'habitude de travailler avec ses élèves en présence, donc il faisait faire pratiquer des exercices, puis il se promenait d'un élève à l'autre pour aller corriger ou commenter les morceaux. Avec la pandémie, il s'est mis à utiliser des enregistrements, puis il a réalisé que la qualité de ses rétroactions, puis la qualité de l'écoute qu'il faisait à chacun des étudiants était vraiment meilleure. Donc, après la post-pandémie, le retour dans les classes, il fonctionne toujours à mobiliser le numérique à des fins pédagogiques, donc à utiliser cette façon-là de faire des exercices aux apprenants pour pouvoir donner des rétroactions qui, lui, jugent de meilleure qualité, de meilleur niveau. Donc, en classe, peut se permettre de se concentrer sur d'autres. Donc, c'est vraiment de voir comment on peut mobiliser le numérique pour améliorer les pratiques enseignantes, mais peut-être pas pour remplacer tout ce qu'on pouvait faire en classe avant. Alors, j'ai Merci. une question pour toi, Isabelle, d'Élie, Élie Alouche, un collègue du ministère de l'Éducation nationale. Je la lis. Y a-t-il une réflexion commune entre recherche et éducation sur la façon dont le numérique modifie la production et la diffusion des savoirs? Alors, entre parenthèses, il précise place des données et des communautés de pratique, etc. Y a-t-il une réflexion commune? Entre recherche et éducation, le lien Oui. entre la recherche sur l'éducation et l'éducation. Oui, bien, ça s'installe. C'est une démarche qui est quand même assez longue. Il y a une habitude de. Je pense qu'il y avait un fossé qui était historiquement assez grand entre la recherche et le terrain. Donc, dans des démarches comme le SOTL, Scholarship of Learning, Teaching and Learning, on essaie justement de réfléchir ensemble, de voir ensemble comment on peut allier, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de recherches qui s'est faites sur des dispositifs ou sur des concepts qui n'ont pas été mis en pratique. Puis, à l'inverse, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été mises en pratique, mais pour lesquelles on n'a pas fait de recherche, de réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, c'est vraiment avec des démarches comme le SOTL ou la démarche qu'on est en train d'instaurer dans l'Observatoire du numérique, ONE, qu'on va pouvoir, qu'on essaie en fait d'allier, de faire en sorte que les pratiques soient faites, les innovations pratiques soient faites dans un esprit de recherche, de transfert des connaissances, mais aussi que la recherche puisse être basée sur les milieux, la pratique, ce qui se fait sur le terrain. Donc, c'est vraiment par ces différentes démarches-là qu'on essaie de le faire, mais je vous dirais qu'il y a encore place à l'amélioration. Merci Isabelle. Je propose que l'on se déplace un peu vers le sud et Gilberto, je te propose de prendre la parole. Je vais tourner les pages du PowerPoint et afficher le document, la consigne, la règle du jeu que j'ai proposée à nos quatre invités était d'avoir chacun un visuel à l'appui de sa présentation. Voilà, Gilberto, c'est à toi.
Ok, Jean-François. Alors, moi aussi, je te remercie de l'invitation. C'est un plaisir d'être là et de rejoindre l'énergie Euromime qui est un peu par là lorsqu'on est ensemble. Alors, j'ai choisi de vous présenter, de vous parler d'un projet de génie d'un logiciel, d'une application qui s'appelle Vida Insect, Vida de Inseto en portugais, Vida Insect. Il s'agit d'un logiciel, d'un jeu éducatif euh, qui situe les enfants, les usagers de façon générale, dans l'univers des insectes. Alors, avec un téléphone portable, il peut prendre des photos d'insectes qui sont identifiés par un dispositif d'intelligence artificielle. Ensuite, ils sont mis en collaboration entre eux, les usagers, dans une perspective d'apprentissage collaboratif, un réseau, pour qu'ils puissent discuter sur l'insecte pris en photo. Si les bases de données euh, consultées par le dispositif d'intelligence artificielle n'identifient pas l'insecte, alors les usagers peuvent en discuter pour l'identifier. Alors, il s'agit d'une application qui met en jeu euh, l'intelligence artificielle, l'apprentissage collaboratif en réseau, la géolocalisation, l'apprentissage nomade et la gamification ou la ludification. Alors, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce projet comme exemple de la situation voulue par par le projet Rêve, par Jean-François Terrivier. Parce qu'il s'agit d'un projet qui a été développé dans le cadre d'un écosystème d'innovation. Alors, on a mis on a mis en collaboration plusieurs partenaires intéressés par les technologies mis en jeu dans ce projet. Alors, nous avons évidemment l'université, qui nous a donné une part de financement. Nous avons aussi une entreprise qui voulait évoluer ou avancer ces techniques d'intelligence artificielle et en apprendre d'autres avec nous. Il y avait un intérêt mutuel par rapport aux connaissances qu'on développe dans nos laboratoires, dans le laboratoire Abaco que je dirige. Et les connaissances en intelligence artificielle maîtrisées par cette entreprise. On avait le gouvernement comme un partenaire important qui nous a donné un soutien financier important. Le gouvernement a aussi des intérêts là-dedans. Par exemple, maintenant, on a identifié des insectes étrangers qui ont été apportés au Brésil dans un bateau venu je ne sais pas d'où. Alors, il se trouve que dans une certaine région de São Paulo, il y a ces insectes envahisseurs. Alors, on va tester l'application pour photographier ces insectes, les identifier par la géolocalisation, savoir où ils sont agroupés pour essayer de les combattre. Alors, il y a des intérêts par là aussi. On a aussi utilisé un réseau d'écoles qui ont collaboré, qui collaborent toujours au test de l'application. Et nous avons un partenaire international. Nous avons des gens de l'Université Laval à Québec, des anciens étudiants à moi, qui font du doctorat à l'Université Laval, Richard Gagnon, qui est mon collègue à l'Université Laval, avec qui je développe plusieurs projets. Alors, eux aussi sont intéressés parce qu'ils veulent aussi s'approprier des connaissances qu'on développe là pour utiliser dans d'autres applications, notamment une application pour l'identification d'oiseaux en mouvement, parce qu'il y a des applications qui identifient des oiseaux en image fixe, en photo. Alors, il y a des gens qui font des observations d'oiseaux, qui s'intéressent à avoir une application qui puisse prendre un oiseau en mouvement
et l'identifier. Alors, je trouvais que ce projet faisait état d'un vrai écosystème d'innovation parce que on est évidemment sur l'innovation, dans le mot juste, parce qu'on est dans tout ce domaine-là, dans tous ces volets-là dont je vous ai parlé. Et on a la collaboration des trois hélices. Si on parle de la triple hélice de l'innovation, on a les trois là-dedans. Le gouvernement, l'université et les entreprises, le milieu euh, euh, des affaires. Et donc, on a pu apprendre à gérer un projet qui passe par tous ces volets-là. Et on a des étudiants, par exemple, dans nos groupes de recherche, on a des étudiants du domaine de l'administration d'affaires qui sont là, non pas par leur connaissance en informatique ou en intelligence artificielle, mais parce qu'ils s'intéressent à ces genres de dynamiques qui met en collaboration plusieurs acteurs intéressés par un produit technique. Alors, voilà, je crois que j'ai pris mes 5 minutes pour présenter mon projet. Merci, merci Gilberto. Alors, j'ai un écho qui va peut-être disparaître. Voilà. Donc, alors, je vais relayer les questions quand elles arriveront. On va procéder de la même façon que tout à l'heure avec la présentation d'Isabelle. Moi, j'ai, comme vous tous, sans doute noté un certain nombre d'éléments clés et de questions aussi que pose, en tout cas que me pose ta présentation et le projet que tu animes, Gilberto. Je vais d'abord donner une explication d'un message codé que tu as donné au début quand tu as évoqué l'énergie Euromime. Ça ne peut pas parler à tout le monde, même si évidemment c'est une des choses les plus importantes du monde. Mais Euromime, c'est un réseau justement de partenaires que nous avons constitué ensemble avec Gilberto au début des années 2000, en 2003. Et nous avons organisé ensemble avec d'autres collègues, d'autres collègues et amis d'autres pays, d'autres universités, d'autres laboratoires, un master en ingénierie des médias pour un master international en ingénierie des médias pour l'éducation, soutenu par l'Europe. Et bon, le projet de master s'est arrêté, mais la collaboration scientifique, professionnelle et amicale perdure, d'où l'énergie Euromime, parce que le réseau, le consortium, s'appelait Euromime. Voilà, cette petite incise refermée. Moi, parmi tout ce que tu as dit et qui me paraît très intéressant, d'abord, je veux souligner l'intérêt qu'il y a à avoir des projets aussi différents, parce que ce sont des points de vue très différents, pas seulement parce que le contexte professionnel, le contexte tout court d'Isabelle n'est pas le tien, Gilberto et réciproquement, mais parce que les objets sont différents aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'ai deux questions, parmi beaucoup, hein, mais deux questions que je souhaite te poser. D'abord, la première, c'est un constat, ce qui m'a frappé, c'est que le partenariat que tu l'as constitué évidemment à partir de partenaires que tu avais déjà. C'est-à-dire, ça m'a frappé, tu as parlé de l'Université Laval. Donc, évidemment, on l'a vu quand je t'ai présenté, pour toi, l'Université Laval, c'est un partenaire de longue date, du siècle dernier. Et donc, ma question, c'est est-ce que, comment on peut construire un partenariat? Quel est l'intérêt de s'appuyer sur des partenaires bien installés, anciens? Comment on fait pour y ajouter de nouveaux partenaires qui ne connaissent pas les premiers? Ça, c'est cette espèce de question ancien-nouveau, quoi, cette dynamique de construction des écosystèmes. Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième, c'est est-ce que un, un écosystème comme celui-ci, un partenariat comme celui-ci, a vocation à perdurer au-delà du projet, ou est-ce qu'il est attaché à sa pérennité, est lié et limité à la durée du projet? OK, alors oui, l'Université Laval est un ancien partenaire de plusieurs projets que je développe ici et vice-versa. Parce que autant le laboratoire que je dirige à l'Université de Brasilia que le laboratoire que mon collègue dirige à l'Université Laval, euh, il, euh, il fonctionne un peu sur le même diapason.
Alors, on essaye les mêmes méthodes de génie de médias éducatifs. On fait des échanges d'étudiants. Maintenant, par exemple, j'ai des étudiants qui ont fait la maîtrise avec moi, qui sont là à l'Université Laval en train de poursuivre des doctorats. On fait des va-et-vient très fréquents. Alors, l'intérêt de garder ces partenaires si anciens, c'est basé sur la continuité d'une dynamique de construction des connaissances. C'est l'intérêt qui nous maintient là. Et je crois que les deux questions sont très liées parce que euh, lorsqu'on donne forme à un partenariat comme celui-là, il y a des acteurs qui ont des intérêts très définis et datés, qui vont, lorsque le projet finit, cet intérêt s'achève, comme par exemple l'entreprise qui nous appuie. Elle s'intéresse aux connaissances que nous avons dans le domaine, par exemple, de la gamification. Euh, alors, lorsque le projet s'achève, elle part. Mais d'autres partenaires, comme l'Université Laval, ont tend à les garder. Et l'université est un cadre parfait, à mon avis, pour donner lieu à des partenariats longs. Euh, parce que plusieurs projets lancés dans le cadre de ces partenariats peuvent faire appel aux mêmes connaissances ou à un continuum de construction de connaissances. Alors, le, le partenariat établi pour ce projet, il va être défait lorsque le projet sera conclu. Mais certains acteurs, sûrement, vont immigrer pour un autre projet étant donné le lien établi. Est-ce que ça veut dire que certains des partenaires, ici, l'Université de Brasilia, doivent se donner comme mission dès le début d'être finalement un peu le support d'un partenariat dont la durée dépassera celle du projet pour lequel il a été construit? Est-ce qu'il faut qu'il y ait l'un des partenaires qui soit un peu le garant, peut-être pas le garant, en tout cas le support de la pérennité de l'écosystème? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que le partenariat fonctionne comme euh, comme un réseau de pêche, là. Alors, il y a un noyau qui n'est pas nécessairement celui qui est au centre, mais il y a un noyau qui garde l'unité. Et alors, certains points peuvent partir, mais le réseau est toujours là. Alors, euh, et je crois que l'université, je reprends la même idée, un laboratoire dans un cadre universitaire dont l'intérêt euh, va au-delà du développement d'un produit technologique comme celui-là, euh, est un lieu adéquat, pertinent pour garder la formation de partenariat plus longtemps. Parce que certains partenaires, comme le gouvernement ou les entreprises, ont des besoins très ponctuels. Par exemple, le gouvernement va nous donner un investissement qui va être suffisant pour développer le produit. Après, c'est fini. On va chercher d'autres financements du gouvernement ou d'autres sources, comme l'entreprise aussi. Alors voilà. Merci Gilberto. Alors, je te transmets une question d'un autre ordre, donc d'Élie Ouais. Alouche, sur un aspect plutôt, je dirais, si je la comprends bien, pédagogique, hein, par rapport au projet que tu nous as exposé, que tu nous as présenté. Et je lis sa question. Cela permet d'ancrer les apprentissages dans l'environnement proche des élèves, il me semble. Ah oui, ok. Alors, c'est une question sur l'application. Oui. Oui. En fait, le but majeur de l'application, c'est l'éducation environnementale. Alors, on veut faire en sorte que les enfants qui s'intéressent davantage aux insectes, ici au Brésil, on en a davantage, et puissent, par le biais de cette application, comprendre
leur importance, leur rôle dans la nature, etc. Alors, la participation du milieu scolaire dans nos réseaux de développement, là, de nos partenariats, est très important parce qu'on a des enseignants de sciences, des étudiants de tous âges. Alors oui. Merci. Tu sais, je crois qu'on a besoin de ton application en France parce que les insectes, on a de moins en moins. Donc, ça nous serait sans doute très utile. Oui, c'est important de les avoir. Alors, on va continuer notre petit voyage et changer de continent et nous rendre au Maroc. Je vois qu'il y a beaucoup de témoignages dans le chat de YouTube sur l'implication de Moulay et de toute ton équipe dans ces questions du numérique pour l'éducation. Et donc, eh bien, je te donne la parole, Moulay, à toi. Et je tourne la page du support visuel. C'est à toi. Merci beaucoup, Jean-François, pour l'invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe du laboratoire Techné pour les efforts déployés afin de promouvoir et développer le numérique éducatif. Mon intervention porte sur la politique du numérique au Maroc, l'intégration du numérique dans l'éducation et la formation au Maroc, qui est cette politique qui est traduite par le programme Génie que vous connaissez déjà. Et cette politique du numérique au Maroc, elle est basée sur quatre volets principaux. Tout d'abord, l'équipement des établissements scolaires par des salles multimédia, l'acquisition et développement des ressources numériques, du contenu numérique, la formation des enseignants et des acteurs éducatifs en quelque sorte dans le domaine des technologies d'information et de la communication. Et puis le quatrième volet qui est le développement du usage, qui est en relation avec les pratiques de classe. Et l'équipe chargée de ce projet Génie au Maroc, et il a entamé une dynamique partenariale et de collaboration et de coopération pour pouvoir réussir ce projet-là qui s'inscrit, même il a été démarré il y a plus de 10 ans, il est encore en phase d'évolution et il répond parfaitement à la vision stratégique 2015-2030 du Maroc. Et puis, il répond aussi parfaitement à la loi cadre de l'enseignement et de l'éducation au Maroc, puisque cette loi cadre stipule dans l'article 33 trois éléments essentiels pour la valorisation du numérique et pour même la transformation de l'éducation à travers le numérique. Tout d'abord, le renforcement de l'intégration des technologies dans l'éducation et la formation, la création de laboratoires de l'innovation et la production de contenu numérique au sein de chaque région. Donc, on a 12 régions au Maroc et chaque région va être dotée d'un laboratoire de l'innovation et de la production de contenu. C'est une idée du programme Génie pour pérenniser cette politique d'intégration du numérique. Et puis aussi le développement de l'enseignement à distance. Et d'ailleurs, en juillet 2021 plutôt, le Conseil de gouvernement a signé un décret de l'institutionnalisation de l'enseignement à distance au Maroc, avec bien sûr tous les outils de cette institutionnalisation. Et donc l'équipe du programme Génie qui a travaillé sur ce projet-là, il a instauré des coopérations, des collaborations intrinsèques au niveau du système de l'éducation et de la formation, et aussi extrinsèques à travers le partenariat avec d'autres organisations, plusieurs organisations que vous voyez sur la présentation. Tout d'abord, la collaboration avec des unités au niveau du ministère, à savoir l'unité des curricula. Donc, on a remarqué qu'il y a ces dernières années une révision approfondie des curricula en introduisant plusieurs activités, à savoir introduire les compétences de vie, le coding, la notion de projet, etc. On a aussi une collaboration avec le système d'information, on a instauré un système appelé Massar, dans lequel les enseignants ont des comptes, donc ils peuvent suivre les élèves à travers ce système Massar.
les notes, voir les activités, etc. Même télécharger des logiciels, des suites Microsoft gratuitement. À travers ce système aussi, on a une plateforme e-learning pour l'enseignement à distance et pour la formation à distance, et puis des applications de gestion pour les administrateurs. Donc, toujours ce programme, la direction du programme Génie, il travaille en collaboration avec ces unités-là. C'est une approche partenariale intrinsèque. Et puis, au niveau de la formation des cadres aussi, on a une stratégie de la formation continue et le programme, il répond totalement, parfaitement à cette stratégie-là en introduisant la formation à distance à travers des plateformes qui sont introduites dans ce système-là. Il y a aussi l'unité de la direction de la vie scolaire aussi qui a introduit le numérique dans toutes les activités en relation avec la vie scolaire, dans les établissements scolaires. Et donc, on l'a introduit même dans le temps scolaire des élèves. Et puis, aussi, le numérique dans la recherche pédagogique, scientifique et pédagogique à travers les centres de formation et surtout le centre de formation des inspecteurs où il y a des laboratoires qui travaillent en relation avec le ministère sur l'introduction, l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Face à cette collaboration intrinsèque, la dynamique de la directrice du programme Génie a pu créer des partenariats avec des organisations externes que vous voyez dans cette diapo-là. Donc, on a divers partenariats. On a des partenaires sur l'équipement, donc des partenaires qui aident le programme Génie à s'impliquer, à être déployé à travers l'équipement et l'infrastructure. On a des partenaires sur le développement des apprentissages, donc des partenaires qui participent à des actions ponctuelles pour améliorer les apprentissages des élèves, pour produire des applications, pour produire des ressources numériques, des contenus numériques. Et on a aussi des partenaires qui travaillent dans le volet de renforcement des capacités des enseignants et des administrateurs, donc des acteurs éducatifs en général. Et c'est grâce à cette dynamique partenariale que l'intégration des technologies de l'information et de communication a commencé à prendre forme au Maroc, soit par des actions ponctuelles qui ont une durée limitée dans le temps, soit par des actions qui sont pérennes et qui sont avec des actions de pérennisation et qui permettent d'être généralisées dans notre région. Donc, je crois que si vous voulez que j'aborde chaque partenaire en détail, on pourra en parler peut-être dans des questions ou dans la partie qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moulay. Alors là, c'est pareil, je vais engager la discussion. Non, je n'engage pas la discussion. Lionel me prend de vitesse, je vais lui donner la parole. Moi, j'ai une question, je te la poserai ensuite. Lionel. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Moi, il y a un foisonnement de partenaires dans ce projet. Et je voulais savoir un peu comment s'effectuer des arbitrages qui sont peut-être pas forcément évidents ou faciles entre des organismes internationaux, peut-être des associations, enfin un milieu plus associatif, et puis de l'autre côté en plus des entreprises, voire des multinationales qui sont dans le bateau. Oui, normalement, les partenaires, les partenariats qui se font à ce niveau-là, ils se font soit par des besoins. Donc, il y a des partenaires qui proposent des actions de partenariat quand ils voient un besoin au niveau de l'éducation et de la formation. Et puis, il y a des partenaires cherchés par le programme selon les besoins les besoins ressentis. Donc, par exemple, pour les organisations internationales, on propose des accompagnements, on propose des équipements, on propose des formations au ministère. Et là, il y a une équipe qui étudie bien sûr le partenariat et qui étudie les besoins de ce partenariat-là. Et on peut signer directement le partenariat avec le partenaire qui le propose. Et parfois, c'est la direction qui cherche des partenaires pour compléter un besoin
Je prends l'exemple de l'équipement, des ordinateurs deuxième main. Donc, on les récupère des partenaires. On fait un partenariat avec des facultés, avec l'Institut supérieur de technologie appliquée. Les étudiants, ils viennent travailler, faire des stages et en même temps travailler sur ces ordinateurs-là. Et puis, on distribue les ordinateurs aux écoles pour que les élèves en bénéficient. Donc, les partenaires diffèrent selon les besoins, selon les actions qu'on met avec, qu'on effectue avec les partenaires. Merci. Alors, je vais restituer un commentaire d'Akima Darif El Boufi, que je ne connais pas, mais que je salue et qui est actif dans le chat de YouTube et qui souligne la dimension systémique. Je reprends cet élément de ces commentaires. La dimension systémique, je l'avais souligné tout à l'heure dans la présentation, après la présentation d'Isabelle, et qui est évidemment très présente ici. Alors moi, ma question, elle est liée à l'histoire de ce projet Génie, parce que tu l'as dit, Moulay, c'est un projet ancien, enfin, il est actuel, mais au sens où il a démarré il y a déjà 6 ans, non, plus que ça. Oui. 2005, oui, c'est presque ça, oui. Et donc, Oui, c'est ça, c'est ça. c'est assez rare les projets qui perdurent. Et souvent, un projet chasse l'autre, un dispositif chasse l'autre, et au fond, un écosystème ou un réseau de partenaires chasse l'autre, parce que les conditions ne sont pas réunies pour justement que perdurent des relations au travers d'un projet qui lui-même se continue. Et donc, ce qui me semble remarquable, au sens de la valorisation remarquable, positive, je veux dire, c'est que ce projet perdure. Et ma question, donc ça, c'est sans doute ce qui manque parfois à certains de nos dispositifs ici. Et ma question, c'est qu'est-ce que le projet a gagné parce qu'il dure depuis longtemps? C'est-à-dire, est-ce que notamment le réseau de partenaires, dont Lionel a souligné qu'il était dense, hein, avec des petits partenaires, d'immenses partenaires, de très grandes entreprises notamment, euh, tout ça n'a pas dû exister dès le début. Je me souviens des premiers temps où tu nous parlais du projet Génie, qui était un projet au sens qui n'était pas encore réalisé. Et ma question, c'est, est-ce que le partenariat s'est construit dans la durée? Qu'est-ce que la durée apporte à l'écosystème? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors pour le réseau de partenaires, il y a aussi le projet, il est en évolution. Donc en évolution selon les besoins. Et si vous voyez les actions, ils sont évolutives même dans le temps. Et à chaque fois, chaque phase, on a besoin de partenaires. Et donc ce réseau de partenaires-là, il répond à ces besoins-là, il répond à cette évolution du programme Génie qui est en relation avec l'évolution aussi des pratiques des enseignants, l'évolution des technologies. Et ce qu'on gagne ces partenariats, c'est le transfert de compétences. Chaque fois qu'on a un partenaire, et pour pérenniser ce projet, les actions du projet dans le déploiement dans d'autres régions, on travaille sur le transfert de compétences. Et ce qu'on a gagné depuis le début du programme Génie, c'est ce transfert des compétences chez les enseignants, chez les acteurs éducatifs d'une manière générale. Donc ce réseau, il est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. On a des partenaires qui disparaissent, d'autres partenaires qui apparaissent selon l'évolution des technologies, selon l'évolution des besoins et des pratiques aussi des enseignants, des inspecteurs et des directeurs. Merci. Alors, une question qui, je crois, prend une suite assez naturelle de ce que tu viens de dire, c'est de savoir comment est-ce que aussi dans la durée, le projet réussit à se développer à ces différents niveaux. La dimension systémique a été évoquée tout à l'heure par Akima, et là c'est Maxime Portal, que je salue, un de nos étudiants de master qui se trouve être au Mexique, là, et qui te pose la question, Moulay, de savoir comment, une fois la décision prise au niveau macro, parce qu'on comprend bien que c'est un projet politique au début, Génie,
comment est-ce que les différents autres niveaux, et en particulier le niveau micro, niveau terrain, les collègues qui sont là, on les voit dans le chat, les collègues enseignants ou formateurs, comment est-ce qu'ils se sont appropriés, comment est-ce qu'on est passé de la décision politique de l'État à l'appropriation de terrain par les enseignants et par les établissements? Oui, oui, c'est justement ce transfert de compétences à travers les formations qui a permis de transférer, de passer à la régionalisation du programme. Donc, il y a un comité de pilotage, il y a une unité de pilotage pour le programme au niveau central, au niveau de chaque région et même au niveau local. Donc, il y a une structure de pilotage du programme. Et maintenant, ce qu'on voulait faire au niveau de chaque région, c'est créer des laboratoires d'innovation et de production numérique avec une structure équivalente à la structure au niveau central pour pérenniser au niveau régional cette introduction des technologies de l'information et de la communication en termes d'équipement, en termes de ressources numériques, production de ressources numériques, en termes même de formation des enseignants et des directeurs, etc. Donc, c'est une structure macro qui devient une structure micro en gardant les normes et les degrés de faisabilité de cette structure au niveau de chaque région. Merci. Ta réponse et la question de Maxime, elle correspond aussi à la question de Lionel que je lis. Je crois que c'est la même question. Lionel, c'est une question et une affirmation à la fois. J'ai l'impression que les initiatives sont à la fois top-down et bottom-up. Est-ce que j'ai bien compris? Et je pense que tu as répondu oui, hein. D'accord, et tu hoches de la tête. Alors, on va continuer notre petit tour du monde, de notre monde de cet après-midi, et donner la parole à Lionel. J'allais dire qu'on allait revenir en Europe, mais non, on va aller en Suisse, c'est un petit peu différent. Tu as la parole, Lionel. Merci. Je te laisse mettre Ah oui, la petite image. là voilà. Ce que je vous ai mis ici, au fait, chacun pourra regarder, c'est le document qui a été établi par le canton de Vaud pour présenter l'éducation numérique. On va dire que c'est la couverture. Voilà, ça vous laisse voir peut-être quel est l'imaginaire du numérique qui se détache de ceci. Donc, moi, je vais présenter un peu ce qui se passe dans l'implémentation d'une éducation numérique au niveau du canton de Vaud, et je vais quand même un peu situer le canton de Vaud, puisque le système suisse peut-être aussi, on est plus dans une logique à la québécoise où les cantons correspondent à des provinces et donc ont une autonomie en matière éducative assez large. Et le canton de Vaud est le principal canton francophone au niveau de la population, c'est à peu près 800 000 ou même plus de 800 000 habitants, donc c'est l'équivalent des quelques départements. Et c'est au niveau de la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Enfin, au niveau de la scolarité obligatoire, c'est 93 et 93 établissements scolaires, plus de 128 000 élèves, dont 92 500 pour l'école obligatoire, 13 000 enseignants, dont 9 900 pour l'école obligatoire. Et puis depuis 2018, il y a un plan d'implantation de l'éducation numérique. Il faut dire que le canton, précédemment, pendant une dizaine d'années, était plutôt dans la caverne. Il y avait plutôt un couvercle sur le numérique, un développement de l'éducation numérique. Donc, qui a été mis en place avec un nouveau gouvernement et une nouvelle ministre de l'Éducation, un plan d'éducation numérique. Il y a une première chose peut-être aussi de particularité dans ce cadre-là, c'est au niveau du financement. Bon, il y a 30 millions qui ont été débloqués, autant par rapport au canton, mais après, il y a un autre volet qui est par rapport aux communes. Donc, c'est déjà un premier type de partenariat, c'est le partenariat entre le canton et des communautés locales, ce que sont les communes. C'est 30 millions, mais c'est un tiers pour l'équipement et puis 2 tiers pour la formation, ce qui est quand même quelque chose de nouveau dans les plans d'éducation numérique, puisque précédemment, on avait plutôt l'inverse, voire même une part très congrue qui était mise à disposition, mais ce n'est pas le cas que du canton de Vaud par rapport à la question de la formation. Donc, au niveau du volet plutôt équipement, on va dire, hein, plutôt, il y a une répartition ici entre les communes qui gèrent en fait les établissements scolaires, c'est eux qui sont propriétaires des bâtiments scolaires, et le canton.
Et c'est l'objet de négociations entre les partenaires avec les communes qui ont la responsabilité de tout ce qui est l'affichage numérique dans les salles de cours sur la base d'un forfait de 2 500 francs par salle et pour 8 ans. Et ils ont aussi la responsabilité par rapport aux tuyaux, ça vous connaissez aussi par rapport à la France, par rapport au réseau sans fil. Et de l'autre côté, le canton, lui, prend en charge tout ce qui est, on va dire, l'informatique pédagogique, pas toujours forcément dans l'outil que c'est pédagogique. C'est à la fois du matériel débranché, c'est pour le cycle 1, c'est les 4 premières années de la scolarité, c'est une tablette par enseignant, c'est une mallette de 5 tablettes par classe, c'est un robot Bluetooth et c'est un robot Timio en 3-4 par classe, avec l'idée que ces ressources peuvent être mutualisées. Donc voilà le premier partenariat entre des acteurs. Évidemment que c'est une question financière qui rapidement se pose entre les différents acteurs. Maintenant, après, il y a tout le volet de formation. Et devant l'ampleur du dispositif, il y a une mobilisation à plusieurs niveaux sur les formations. Déjà, peut-être le premier cadre, c'est que c'est une progression par cycle. La formation commence par le cycle 1, et puis après, elle se développe cycle 2, cycle 3 et le post-obligatoire. Et c'est présenté comme un dispositif de formation millefeuille, avec le fait d'abord aussi qu'il y a une première phase de 2 ans qui est des établissements pilotes qui testent le dispositif de formation et les ressources qui sont données, c'est 12 établissements. Et après, il y a progressivement une généralisation à l'ensemble des établissements. Et dispositif millefeuille, puisque d'une part, il y a 6 journées de formation pour les enseignants sur 2 ans. Il y a dans les établissements la mise sur pied d'équipes de personnes ressources qui en fait découvrent les activités avant leurs collègues. Il y a tout un volet évidemment de ressources et de moyens d'enseignement qui sont sous les principes d'ailleurs du Common Creative, qui sont assez inspirés de ce qui s'est fait aussi en France. Et puis, comme on l'a vu, il y a toute la question du matériel pour que dans tous les établissements, il y ait un matériel comparable, parce qu'auparavant, en fait, les collectivités locales, les communes, avaient des politiques très diverses et variées. Pour réaliser ces formations, en fait, il a fallu mobiliser un ensemble d'acteurs en fonction du défi et puis du manque, je dirais, d'appétence du numérique au niveau départemental de la décennie précédente. Donc, il y a un volet qui est par rapport à la formation continue, donc dans les établissements pour les enseignants en place, et ceci est piloté par l'école polytechnique fédérale et son centre LEARN, qui voit aussi du soutien par rapport à ceci apporté par la Haute École pédagogique du canton de Vaud et également l'Université de Lausanne. Et puis au niveau de la formation initiale, c'est la Haute École pédagogique du canton de Vaud qui prend en charge la formation initiale des futurs enseignants et enseignantes, tout en s'appuyant aussi sur le dispositif qui est déployé dans la formation continue. Donc voilà un autre type de partenariat qui se met en place dans le cadre de ce projet. Le partenariat, il est aussi sur la création du moyen d'enseignement vaudois qui a été mis sur pied, qui s'appelle Décodage, avec aussi des experts externes dont certains ne seront pas inconnus comme Didier Roy de l'INRIA ou bien Monsieur Boulier dont le prénom m'échappe, c'est Dominique qui est sociologue. Donc ça, c'est un troisième type de partenariat qui est en cours dans ce projet. Et puis, il y a encore un volet qui a aussi été mis en évidence dans la dia précédente, dans l'image précédente, c'est tout ce qu'il en est par rapport au plan d'études. Il faut voir que par rapport à la Suisse, il n'y a pas de plan d'études national. Maintenant, il y a des plans d'études cadres qui ont été établis par les cantons sur une base linguistique. Donc, il y a un plan d'études cadre au niveau roman. Et puis, ce plan d'études cadre, en fait, par rapport à ce qui existait déjà avant, il y avait tout ce qui était sur l'usage des PIS ou du numérique maintenant, et puis tout ce qui était l'éducation aux médias, pour faire simple, avec ces deux volets qui étaient transversaux. Et maintenant, dans le plan d'études, il y a une troisième composante qui était introduite, c'est
question de la science informatique, et qui va donner lieu ici, autant les deux autres volets sont transversaux et sont à être utilisés dans différentes disciplines, différents moments d'enseignement, autant celui de la science informatique, et c'est plus encore le cas par rapport au collège, va donner lieu à l'introduction du Nord de sciences informatiques à la grille horaire. Voilà, je crois, très rapidement, la présentation du cas, de la situation vaudoise et des différents types de partenaires, partenariats qui sont recherchés par, on va dire, le niveau gouvernemental, toute proportion gardée. Ah, tu as une question d'Akima, deux questions, mais que je ne vais conserver que la deuxième, qui me semble être une reformulation de la première, et qui a déjà été une question qui a déjà été évoquée, en fait, c'est la question dans des programmes, des plans, des dispositifs comme ça, qui sont très, comment dire, complets et qui proviennent d'un choix politique et qui vont jusqu'à l'action sur le terrain des enseignants. Et la question dans un tel dispositif, dans un tel écosystème, la question d'Akima, c'est est-ce que le plan d'action dont vous venez de parler interpelle tous les enseignants? Et j'ajouterais, Alors, et tout à comment? fait. Alors, tous les enseignants, alors je parle du canton de Vaud qui a mis en place le dispositif, et donc les autres cantons sont à des rythmes ou des niveaux différents, mais effectivement, alors bon, c'est assez, on va dire, on guillemets, assez simple par rapport aux premières années de la scolarité, où la question disciplinaire est quand même, reste en arrière-plan. Mais effectivement, dans ce plan d'implémentation dans le canton de Vaud, c'est tous les enseignants primaires qui vont suivre ces 6 journées de formation à des rythmes un peu différents, puisqu'il y a d'une part les établissements pilotes, et puis il était quand même difficile en fonction, parce il faut avoir les ressources humaines pour assurer la formation. Donc il y a aussi des enseignants qui ont été formés pour être formateurs au-delà des personnes ressources pour permettre l'implémentation dans les établissements. Et puis, la généralisation, elle commence maintenant par le cycle 1, par toute une série d'établissements, et puis après, il y aura une deuxième suite par rapport à une autre série d'établissements. Mais c'est bien tous les enseignants du cycle 1 qui vont être formés par rapport à cette situation du numérique. Et maintenant, on commence par rapport à l'enjeu, je dirais, clairement le plus délicat, c'est le collège. C'est les 3 dernières années de la scolarité obligatoire qui est là. Parce que si je laisse de côté le volet sciences informatiques, il y aura lieu à une heure à la grille horaire et un enseignement et un enseignant une enseignante qui va avec. Évidemment que sur les deux autres volets qui sont l'éducation aux médias et les usages du numérique, on a vu par rapport au plan précédent que les enseignants ne sont pas emparés de ces deux dimensions, à part ceux qui étaient déjà convaincus. Et ça veut dire que par rapport au cycle 3, on va entrer plus par aussi des entrées disciplinaires, mais tous les enseignants devront suivre la formation. Dernière question dans ce grand tour du monde, là. Alors, c'est une question de curiosité tout à fait classique d'un Français adressé à un Suisse. C'est en raison des différentes organisations politiques dans un pays, la France, où la décentralisation a été tardive et n'est pas peut-être complètement aboutie. Question adressée à un pays très décentralisé, la Suisse. Et donc, ma question, c'est le projet que tu décris, le dispositif que tu présentes, tu l'as dit à de nombreuses reprises, il est propre au canton de Vaud. Et ma question, c'est comment est-ce que la politique du numérique pour l'éducation d'un canton, celui de Vaud, interagit ou pas avec celle d'autres cantons, voire avec celle de la dimension fédérale? Euh, je vais essayer de pas être, pas être trop politiquement correct. Mais dans le fond, si le canton de Vaud, qui est le canton le plus important de la Suisse francophone, se met en branle, il va faire, ou s'il ne se met pas en branle, ça revient au même. Il va faire comme il veut. Il va plutôt, effectivement, par rapport à ceci, modeler aussi les politiques des autres cantons, mais qui ont des rythmes un peu différents. Comme j'ai dit, il
dizaine d'années, il n'y a pas eu, en tout cas, hein, il y a eu un couvercle sur le numérique. Donc le canton a aussi pris quelques retards par rapport à d'autres cantons qui ont eu d'autres types de politiques dans l'intervalle. Mais quand un canton comme le canton de Vaud, ou bien aussi Salamanique comme le canton de Zurich, prend une direction, ça donne un trend. Et le plan d'études, par exemple, il y avait un autre projet qui était un petit peu en cours, quelque part, mais le fait de le canton de Vaud s'est mis en route à commencer à faire son plan numérique, eh ben, ça a passablement été repris après dans le plan d'études cadre. J'espère que j'ai répondu comme ça. Merci. Oui, oui, tout à fait. C'est une question, bien sûr, hein, qui se pose dans le cadre du projet REV, puisque si l'on parle d'écosystèmes d'innovation territoriaux, en pensant plutôt d'abord d'emblée à des régions, on cherche aussi à comprendre comment ça peut s'articuler avec des dynamiques qui sont nationales. Comment les différentes échelles s'articulent-elles? C'est bien sûr une des questions que l'on cherche à appréhender. Donc, Oui, mais peut-être aussi, il faut comprendre que l'échelle nationale au niveau de l'école obligatoire, en fait, elle n'existe pas. On pourrait presque dire qu'elle n'existe pas. Il y a juste des questions d'harmonisation. D'accord? Après, évidemment que, on connaît aussi un petit peu ça aux États-Unis. Après, il faut avoir des moyens pour produire un certain nombre de ressources. Et soit on arrive à le faire collectivement, soit il y a plus de chances que ce soit un canton comme le canton de Vaud qui ait des moyens et qui deviennent prescripteurs. On a la même chose par rapport aux États-Unis, par rapport au manuel. Une bonne partie des États américains, dans certains domaines, ils prennent le matériel californien ou autre parce qu'il y a une telle surface de ce niveau, de cet état, que dans le fond, ils modèlent une bonne partie des autres. merci. Alors, dans notre préparation, nous avons, avons 3 questions, et j'ai dit dans la préparation, quand on échangeait juste avant le début de ce webinaire, que les 2 questions suivantes étaient du point de vue du temps de webinaire des variables d'ajustement, donc elles vont être réduites, et je vous propose de les transformer en questions flash avec réponse flash, pour que nous puissions respecter notre agenda. La deuxième question, deuxième partie, c'est plutôt la deuxième question. Je voudrais juste avoir rapidement, pas spontanément, parce que c'est très réflexif, votre avis, à partir de ce que l'on s'est dit, ce que vous avez dit et ce qu'on s'est dit ensemble, tous les 5. C'est, est-ce que vous pouvez, vous, évoquer un ou plusieurs éléments et qui sont des éléments, des leviers pour engager des dynamiques territoriales? Qu'est-ce qui, selon vous, dans votre propre expérience, votre propre contexte, ou bien dans celui des autres tel qu'il a été présenté, qu'est-ce que vous retenez comme levier qui serait intéressant de mobiliser pour susciter, développer, pérenniser, renforcer les partenariats? Et là, parle qui veut, le tour du monde se fait dans le sens souhaité par chacun. Qui veut répondre? Ouh là là. Je peux y aller. Bon, le Suisse n'a pas peur. Non, je pense qu'il y a plusieurs. Enfin, dynamique territoriale, on va voir ce que c'est un peu un territoire par rapport à ce qu'on a vu. Et les questions de territoire sont peut-être. Moi, est-ce que je peux dire que c'est les communes, le territoire, ou c'est les établissements scolaires qui sont, dans le fond, assez indépendants, hein, qui ont une marge d'autonomie dans le canton qu'ils le sont. Ici, il y a une phase qui a été en tout cas par rapport à la phase de démarrage, le fait que les établissements pilotes, en fait, les établissements il y a des établissements qui se sont proposés, et après, il y a un choix qui a été fait pour avoir aussi différents types d'établissements scolaires, plutôt urbains, périurbains, tel type de caractéristiques aussi de population d'élèves, pour susciter en fait des enthousiasmes, et puis après, dans le sens de faire un peu côté boule de neige. Au niveau des autres partenaires, si je prends le dispositif de formation, là, c'est peut-être d'autres types de problématiques, mais en partenaire, c'est-à-dire qu'il y ait des règles et des contrats
les bases du contrat qui soient établies entre partenaires sur qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut faire des données, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à la recherche, comment est-ce qu'on se valorise les uns et les autres, avec un vrai arbitrage de ce côté-là aussi après de l'instance centrale pour pas tomber dans le risque qu'il y ait des cannibalisations. Et j'ai l'impression que on va voir qu'au Maroc, le ministère joue ce rôle-là. Ce n'est pas tout à fait le cas actuellement avec les partenaires de la formation chimique. Merci. Réponse, plutôt intervention rapide. Moulay, tu souhaites réagir? Vas-y. Alors, voilà, je veux réagir sur le comment susciter les dynamiques territoriales. Alors, au Maroc, là, on vient d'instaurer le projet d'établissement intégré dans les établissements scolaires. Et dans ces projets d'établissement intégrés, on essaie d'impliquer la classe, l'établissement, mais aussi l'environnement de l'élève. Et donc, on part des apprentissages dans l'école jusqu'à son environnement et impliquer toutes les associations, les parents, tout ce qui est local, l'impliquer dans ce qui est développement des apprentissages des élèves. Et là, je crois que c'est une porte pour répondre à susciter une dynamique tout d'abord partenariale qui va commencer par mobiliser des partenaires qui vont aider les enseignants, aider les écoles, aider les élèves, et ensuite aller au-delà de l'établissement scolaire pour établir des partenariats au niveau des collectivités locales et voire même collectivités régionales. Gilberto. Ok, Jean-François. Alors, des éléments de levier pour engager des expériences partenariales. Alors, pour répondre à cette question, j'en pointerai 3. La première, c'est l'intérêt commun. Alors, lorsqu'on arrive à avoir un projet qui suscite l'intérêt commun de plusieurs partenaires, alors là ça démarre une dynamique écosystémique comme celle dont on parle. Et alors moi, je parle de ce lieu qui est l'université là. Je parle de l'université. Alors souvent, ces intérêts communs, ils vont au-delà d'un produit, comme par exemple l'application dont vous ai parlé. Alors, on veut développer des connaissances, on veut autres expériences, autres projets. Alors, comme ça, les associations créées avancent. Deux, il y a des partenaires qui sont engagés dans des projets par des intérêts ponctuels. Par exemple, souvent, le gouvernement a des politiques publiques qui demandent certains projets, certains produits. Alors, lorsque ça s'achève, c'est fini. Il y a aussi le troisième volet, c'est la complémentarité des connaissances. Lorsqu'on on cherche des partenaires, des acteurs qui ont des connaissances dont on n'a pas, alors on les invite et on travaille ensemble. Là, ça peut durer longtemps, ça peut être éphémère comme le printemps, ça dépend. Isabelle, on a commencé par toi et on peut-être terminer par ta propre analyse. Ben moi, j'ai bien aimé l'idée du noyau, où il y a des partenariats plus durables qui sont établis, qui créent un pouvoir attractif, qui amène d'autres collaborations qui peuvent être éphémères ou aussi durables. Mais c'est sûr que le noyau, quand il y a beaucoup de branches, il est plus difficile à tenir. Ce que je trouve important, moi, c'est de s'intéresser aux sources de motivation de chacun des partenaires. On les laisse souvent implicites, ces sources de motivation-là, mais quand on les met explicites, qu'on prend le temps de les comprendre et de les partager,
ça nous permet d'en tenir compte tout au long d'un projet ou tout au long du partenariat, puis ainsi je pense, de faire que la chose soit plus durable. Donc, ce serait ma courte intervention pour cette question-là. Eh bien, je te remercie. Je pense en fait qu'en regardant en regardant l'horloge d'un côté et en vous écoutant de l'autre, je pense en fait que nous venons de conclure et que la question d'après, qui est très intéressant, on la traitera ensemble, j'espère, à un autre moment. Je vais juste te donner quelques mots. Merci beaucoup, hein, parce que cette prise de parole rapide, là, je pense, extrait de nos échanges, de vos présentations, des éléments assez solides, hein, sur ces questions d'écosystème, avec des visions qui peuvent être certaines euh, semblables, d'autres peut-être pas tout à fait. Je détecte quelques différences, hein, dans la façon dont vous exprimez le fonctionnement des écosystèmes. Il n'y a pas sans doute de bons modèles et de mauvais modèles, mais il y a des approches un peu différentes. Moi aussi, je suis assez sensible à cette question que tu viens de reprendre, Isabelle, des noyaux. Là, je pense qu'il y a une piste à creuser dans l'analyse des écosystèmes et des projets que vous avez présentés tous les quatre. Je vais juste donner quelques mots pour terminer, pas pour conclure, parce que c'est vous qui venez de conclure, et très bien. Mais dire quelques banalités, vous me pardonnerez, mais elles doivent être dites. D'abord, on le voit bien, c'est que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Et le temps est passé très vite. C'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est très intéressant. Je vous remercie vraiment infiniment, Isabelle, Lionel, Moulay et Gilberto. En plus, c'est un plaisir de vous retrouver, hein, parce que on a le plaisir de se connaître par ailleurs. Bon, nous n'avons pas épuisé le sujet, même pas les questions, donc il faudra y revenir. Nous le ferons dans une configuration sans doute différente dans un deuxième webinaire avec d'autres invités qui ont d'autres points de vue sur ces questions. Mais je lance cette invitation comme ça aujourd'hui entre nous. Qui sait, nous pourrions tous, là, qui sommes là et quelques autres, nous retrouver avec un autre format à la fin du projet, par exemple pour une journée d'études internationales sur ces questions-là. Et je vous dis, pour que vous ayez ça en tête dans vos agendas, ce projet. Alors Ellie est là, je suppose toujours, ce projet théoriquement se termine à la fin de l'année universitaire ou scolaire, comme vous voudrez, c'est-à-dire en juillet. Pratiquement se prolongera sans doute un peu dans l'année civile. Et on pourrait imaginer, en tout cas je vous y invite déjà, hein, une journée d'études sur ces questions. Il y aura matière à faire quelque chose de passionnant. Euh, donc vous remerciez vous, bien sûr. Remercier le public, alors celui déjà qui a participé en direct et celui qui consultera en différé. Il y a eu beaucoup de messages de remerciements et donc je remercie ceux qui remercient, évidemment. Et c'est tout à fait agréable d'avoir ces messages. Donc remercier le public, hein, évidemment, c'est important d'avoir un public pour ces échanges-là. Euh, Merci à tous les collègues qui ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de notre webinaire. Je veux remercier en particulier Aurélien Nguyen du laboratoire Techné. Et puis remercier aussi la société Bluecom, hein, qui nous a accompagnés, qui nous accompagne dans la réalisation de ce webinaire. Voilà. Et je vais terminer avec à peine 3 ou 4 minutes de retard sur une note beaucoup plus sombre, hein. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est très important pour nous, en dédiant cet après-midi d'échange à notre collègue et amie Sylvie Merlet-Fortin, qui nous a quittés la semaine dernière et qui avait fortement contribué au lancement du projet Rêve. Elle n'est plus avec nous, mais ce webinaire lui est dédié. Nous pensons beaucoup à elle, à sa famille et à tous ses proches. Voilà. Merci, pardonnez-moi un peu l'émotion. Merci encore à tous, intervenants, organisateurs, publics, et à très bientôt.